Merci Daniel, merci de l'invitation, merci à la Fondation Écologie d'Avenir pour cette invitation. Donc ce que je me propose de faire en fait, c'est de passer en revue un certain nombre de leviers qui agissent sur la sécurité alimentaire mondiale, en partant tout d'abord d'une définition un peu générale que je vais résumer en une phrase en fait, qui est la définition de la FAO. Et le résumé que j'en ferai un peu brutalement, c'est la sécurité alimentaire mondiale. En fait, l'enjeu, c'est de nourrir, avec plein de guillemets, sainement, durablement et équitablement tous les habitants de la planète. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on a dit que c'était un enjeu aussi bien quantitatif que qualitatif. La question, c'est de savoir combien on produit, combien on mange, mais c'est aussi à quelle qualité, de quelle qualité ou qu'est-ce qu'on mange et quelles sont les conséquences de ce qu'on mange. Traditionnellement, cette définition, on la décline en 4 dimensions. Et très souvent, en fait, on insiste d'abord et avant tout sur la disponibilité alimentaire ou la disponibilité agricole. Et puis viennent derrière, en fait, des questions d'accès des ménages à l'alimentation, de stabilité des disponibilités et d'utilisation des biens alimentaires. Et en fait, je ne vais pas commencer par la question de la disponibilité, mais je vais commencer beaucoup plus à l'inverse, par la question de l'utilisation des biens alimentaires. Et pour ça, en fait, je vais repartir d'un travail qui a été fait entre l'INRA et le CIRAD, qui est un exercice de prospective. Alors, on s'est mis aussi à 2050 avec tous les risques qu'on est prêt à assumer. L'idée, c'est pas de faire une projection. Hein. L'idée, c'est simplement de bousculer les idées reçues en se mettant assez loin et en bousculant les hypothèses. Et en fait, ce que montrait cette prospective, c'est que finalement, la planète était capable de nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, mais que ceci avait un certain nombre de conditions. Et que c'était possible si on était capable de maîtriser les régimes alimentaires, et donc la demande alimentaire en quantité et en nature des aliments, si on était capable de réduire les pertes et les gaspillages, si on était capable peut-être d'accroître aussi l'offre alimentaire et agricole, si on était capable de maîtriser les usages alternatifs des sols et si on était capable également d'augmenter les revenus par développement des agricultures locales. Alors il y avait en plus, et j'y reviendrai en conclusion, les aspects importants de régulation des échanges et de réduction de la volatilité. En fait, je vais essayer de revisiter en fait, ces différents éléments au regard d'un certain nombre de données un peu récentes ou de travaux également récents. Et pour ce faire, je vais commencer par le premier point, qui est en fait celui de l'évolution des pratiques et des régimes alimentaires. Une chose qui est relativement bien connue, c'est que derrière le développement économique et l'augmentation des revenus, en fait, cela provoque en fait une transition alimentaire et nutritionnelle qui a en fait deux composantes. La première, c'est la croissance de la consommation. Et entre 1961, où on est à peu près à 2200 kilocalories par personne et par jour en consommation apparente, on passe aujourd'hui à 2800 kilocalories par personne et par jour. Alors, avec de fortes variabilités régionales. Hein. Vous voyez la position de l'Afrique subsaharienne qui reste à 2200 kilocalories, alors que les pays industrialisés dont nous sommes culminons à 3500 kilocalories par personne et par jour. Mais en fait, avec le développement économique, on a une augmentation des quantités, des kilocalories ingérées. Et la deuxième composante, Hervé Lebrun en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui est extrêmement importante, c'est celle que dans cette augmentation de la consommation alimentaire, eh bien, il y a un déséquilibre, ou il y a une modification des équilibres entre alimentation végétale et alimentation carnée. Et derrière cette croissance, derrière cette transition nutritionnelle, l'élément fondamental, c'est le poids croissant de l'alimentation carnée. Alors, évidemment, sur les pays développés, on a déjà fait cette transition nutritionnelle depuis fort longtemps, et on en est à 950 kilocalories par personne et par jour de viande. Et donc, la croissance est relativement faible de cette part-là. Mais si vous regardez la Chine, qui est en pleine transition démographique, en pleine transition nutritionnelle, eh bien, la croissance de la consommation de produits carnés a augmenté de 350% en l'espace de 40 ans. Et sur l'ensemble des pays en développement, on est à 150%. Alors on retrouve ce que je viens de dire sur ce graphique-là, qui est relativement récent, qui vient de sortir il y a quelques semaines. On retrouve ici, en fait, à la fois le plafonnement des pays africains du centre et de l'Est, c'est ce qui est marqué en bleu, et qui est une consommation principalement végétale, et puis la croissance très forte de l'alimentation carnée, alors qui se marque très fort ici sur l'Asie de l'Est, et puis également sur l'Amérique latine. La conséquence, alors il y a une petite faute d'orthographe dans mon diaporama, la conséquence de cette transition nutritionnelle, c'est la croissance très forte de nombre de personnes en surpoids.
Et cette croissance très forte du nombre de personnes en surpoids, vous voyez qu'aujourd'hui, on estime à 1,5 milliard d'habitants qui sont en surpoids. Et vous imaginez bien que ça ne touche pas que les pays industrialisés. Et en fait, on en compte aujourd'hui les 2/3 dans les pays émergents et les pays en développement. Alors, qui dit en surpoids ne dit pas obèse, hein. C'est une sous-catégorie, ceux qui sont au-dessus. Donc, ceux qui sont en situation d'obésité. Donc, voilà la carte là où ils en sont aujourd'hui. Et voilà une projection à 2030 de là où on irait si les régimes alimentaires évoluent de la même façon dans ces différents pays. La croissance, en fait, vous voyez qu'elle est sur le nombre d'obèses dans chacune des régions du monde, elle est de 150% potentiellement en Inde. Elle est explosive également en Asie du Sud-Est, où le taux de croissance est à plus 160%, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, il y a un potentiel extrêmement important d'augmentation de personnes en surpoids et derrière de personnes obèses. Alors cette épidémie d'obésité, qui s'étend sur tous les continents, elle a une conséquence extrêmement importante. C'est une conséquence en termes sanitaires, en termes d'enjeux de santé et de santé publique notamment, et que ces enjeux de santé publique, qui ne touchent pas que nos pays, mais qui se généralisent sur l'ensemble de la planète, ont un coût social de plus en plus élevé. Ce n'est pas parce que la consommation moyenne mondiale en produits alimentaires a augmenté qu'il n'y a pas persistance de phénomènes de sous-nutrition. On a d'un côté donc cette surnutrition et parallèlement se maintient ces phénomènes de sous-nutrition. Alors évidemment, on a une réduction relative de la sous-nutrition. Quand je dis relative, c'est en part de l'ensemble de la population, mais en nombre, on a pratiquement un maintien du nombre d'individus concernés par la sous-nutrition. En gros, il y avait 1 milliard de personnes qui étaient en situation considérée sous-nutries en 1990. On est aujourd'hui à 868 millions à peu près. Vous voyez que la part a diminué, hein, on passe de 19% à 12,5%, mais que globalement, le nombre de personnes sous-nutries se maintient. C'est bien sûr à l'inverse du phénomène de surnutrition dont je parlais tout à l'heure. C'est un phénomène qui est fortement lié à la richesse des nations et donc qui va toucher principalement les pays en développement. Et vous voyez que c'est à peu près 26% de la population de l'Afrique subsaharienne qui est touchée encore par ce type de phénomène. Ça a diminué en Asie et on en est à 14%. Et vous voyez que ça reste relativement faible dans nos pays. Mais si vous le mettez en nombre d'habitants, ça reste encore beaucoup. Derrière ces questions de sous-nutrition, la question fondamentale, et je pense qu'Étienne y reviendra tout à l'heure plus au fond, la question fondamentale, en fait, c'est cette question d'accès à l'alimentation. C'est une question, au centre de cette question, c'est la question de la pauvreté et de l'extrême pauvreté sur la planète. On estime aujourd'hui à 1,3 milliard d'individus ceux qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour et 1,2 milliard en supplément qui sont entre 1,25 $ et 2 $ par jour. Et bien sûr, on les retrouve principalement en Asie et en Afrique subsaharienne. Alors, il y a une vraie question fondamentale qui est derrière ces populations pauvres et leur difficulté d'accès à l'alimentation. On pourrait contraster deux effets. Ils sont principalement aujourd'hui localisés en zone rurale. Et Étienne reviendra tout à l'heure sur quelle est la situation de ces problèmes d'accès à l'alimentation en zone rurale. La question étant derrière le lien entre production agricole et consommation quasiment à l'intérieur du ménage, plus les questions d'accès aux activités non agricoles. Aujourd'hui, en fait, ces problèmes d'accès à l'alimentation commencent à émerger aussi en zone urbaine et ils vont être porteurs de forts problèmes dans les années à venir. Et là, la question, ce n'est pas seulement à l'intérieur du ménage entre production agricole et consommation alimentaire, c'est celui de l'accès aux ressources monétaires et de l'accès à l'emploi, plus la question des prix alimentaires dans ces situations de zone urbaine. Quelle est la conséquence de cette coexistence sur l'ensemble de la planète de ces deux phénomènes? Celui d'abord d'une sous-nutrition persistante à 900 millions ou 1 milliard de sous-nutris et de surnutrition avec 1,5 milliard de la population mondiale qui est en situation de surpoids. Eh bien, paradoxalement, nos contrées ou nos pays sont touchés principalement par un phénomène qui est celui des problèmes de surpondération. Alors que dans les pays en développement, et c'est là une des difficultés fortes, c'est qu'on a la coexistence dans les mêmes pays de à la fois la surnutrition et la sous-nutrition. Et ce qui pose un problème très fort, c'est celui que l'on appelle le double fardeau nutritionnel,
qui est extrêmement inégalement répartie. Nous avons, nous, à lutter contre l'obésité ou les tendances au surpoids dans les pays industrialisés, mais un certain nombre de pays émergents et en développement ont à faire face, d'une part, à l'obésité et d'autre part, à l'insuffisance pondérale. Et derrière ces questions-là, vous sentez bien que ce ne sont pas du tout les mêmes instruments de politique publique qui vont pouvoir agir sur la régulation des régimes alimentaires des populations surnutries et l'accès à l'alimentation des pays des pays où la population sont sous-nutries. Donc là, on a un vrai paradoxe ou un vrai antagonisme de politique à supporter par un certain nombre d'États, et on a un enjeu colossal et collectif de régulation des régimes alimentaires, notamment sur le poids de l'alimentation carnée. Alors, on a parlé rapidement de la question des pertes et gaspillages. Alors, l'ouvrage de Marion Guilloux, c'est l'ouvrage de Marion Guilloux et de Gérard Matron. Comme mon collègue est du CIRAD et que je suis de l'INRA, c'est les deux qui l'ont fait en même temps, donc il faut qu'on soit prudent là-dessus. La question forte, c'est le deuxième type de question qui est très forte, c'est celle des pertes et gaspillages le long de la chaîne d'offres. Alors là, je vais éliminer tout ce qui est production végétale absorbée dans la transformation en produits animaux. Et je vais prendre uniquement la partie de ce qui est produit à destination de la consommation humaine et qui est perdu ou gaspillé dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc je laisse de côté ce dont a parlé Hervé Lebras tout à l'heure, de la chaîne de transformation végétale animale. En fait, on estime aujourd'hui, dans les dernières estimations de la FAO, qu'en fait, il y a un tiers des aliments produits sur la planète qui sont perdus ou gaspillés, ce qui correspond à 1,3 milliard de tonnes par an de biomasse alimentaire qui est non utilisée. Alors, c'est variable selon les produits. On estime à 30% des pertes en céréales, 20% sur la viande, 45% des fruits et légumes et 45% des racines et des tubercules qui sont également perdus ou gaspillés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe région par région et d'essayer de voir quelles sont les causes de ces pertes et gaspillages. Le premier point, ce qui est en bleu, alors en une espèce de gris en fait, bleu là-bas et gris ici, c'est tout ce qui est perdu ou gaspillé entre la production, donc on est en post-récolte, et la distribution. Et tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est gaspillé ou perdu au niveau du consommateur. Donc vous voyez en fait que quelles que soient les régions du monde, peu ou prou, on a ce socle pour tous les pays très important de pertes et de gaspillage entre production et distribution. Mais si vous prenez Europe, Amérique du Nord et l'ensemble des autres pays, en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes causes qu'il y a derrière cette partie bleue du graphique. D'un côté, ce qui va se jouer, c'est tous les problèmes liés aux infrastructures et au stockage des marchandises. C'est plus les problèmes des pays émergents et des pays en développement. Alors que dans nos pays, ce qui va jouer le plus, c'est tout ce que nos habitudes alimentaires vont obliger à calibrer et à normer les produits qui viendront jusque sur notre marché et dans nos assiettes. C'est-à-dire, en fait, il y a toute une partie de la biomasse alimentaire qui est produite et qui ne rentre pas dans nos normes, et donc, de ce fait-là, qui est gaspillée ou qui est perdue. Et puis, de l'autre côté, alors ça nous concerne directement, c'est toute la partie perte et gaspillage qui est fait aux consommateurs et qui est liée, en fait, soit à la façon dont sont gérées la restauration hors foyer, ou bien la gestion ménagère. Et en fait, on pense aujourd'hui que c'est beaucoup plus la restauration hors foyer qui est responsable de ces pertes aux consommateurs, beaucoup plus que la gestion ménagère. Donc là, il y a des gros programmes qui sont en train de se mettre en place. Vous avez mesuré le poids que représentent ces pertes et gaspillages sur l'ensemble des disponibilités alimentaires quand on passe de la production. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire, si on arrive à réguler les régimes alimentaires, et si on arrive à réduire les pertes et gaspillages, très probablement on est en situation de disponibilité alimentaire suffisante et que la question est une question de répartition entre les différentes populations. Ceci dit, si on n'arrive pas à réguler les régimes alimentaires et si on n'arrive pas à réguler les pertes et gaspillages, qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est un peu l'idée qu'il y a derrière les diapositives qui vont venir. C'est des projections relativement récentes à 2050 sur rien ne change en termes de préférences alimentaires. On se positionne avec une population mondiale à 9 milliards d'habitants, et puis donc on garde exactement le même trend de demande. Donc on a les mêmes élasticités prix et revenus que celles qu'on a aujourd'hui portées à 2050.
Alors là, on a plusieurs estimations, il y a plein de modèles qui tournent dans tous les sens. Je vous en donne brutalement les résultats. Si rien ne bouge, les projections de la FAO nous disent, avec une croissance économique qui passe de 6 700 dollars par habitant à 11 000 dollars par habitant en 2050, il faudrait avoir une production alimentaire de 54% supplémentaire si rien ne bouge sur les facteurs précédents. Si on pousse un petit peu plus la croissance économique mondiale et si elle permet de dégager 16 000 dollars par personne, par habitant en 2050, il faudrait, selon les modèles, arriver à produire 62% ou 98% de plus que ce que l'on produit aujourd'hui. Donc vous voyez un peu l'importance des facteurs qu'il y a précédemment sur cette pression de demande potentielle sur l'agriculture. Et si vous le reportez, alors les modèles sont très incertains, hein, enfin, les résultats sont très incertains, c'est pour ça qu'on fait tourner, là il y a à peu près 11 modèles hein, qui ont tourné derrière ce papier-là. Et vous voyez que la croissance est très très forte en fait, avec une très forte incertitude, surtout sur les produits animaux, où on serait sur des facteurs x2 en fait, hein, des doublements de production ou de demande d'ici 2050, avec une très très forte variabilité, celle-ci entraînant bien entendu une croissance sur les produits végétaux. Alors si on était amené à faire face à cette croissance de la demande, eh bien, qu'est-ce que l'on pourrait faire? On pourrait soit augmenter les rendements, augmenter la productivité, soit étendre les terres. Si on regarde derrière nous ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, on s'aperçoit en fait que la croissance agricole mondiale, qui a été à peu près celle qu'il faudrait pour arriver à couvrir les besoins si rien ne bougeait en termes de régime alimentaire et de perte et gaspillage, eh bien, cette croissance agricole des années passées, elle a été supportée à 78% par l'augmentation des rendements et à seulement 22% par l'extension des surfaces cultivables. Donc le premier facteur qu'il faudrait actionner, c'est celui de l'augmentation des rendements. Pour cette augmentation des rendements, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on observe en fait un ralentissement de la croissance des rendements et des gains de productivité en agriculture, voire même, notamment dans nos contrées, une stagnation des rendements. Alors, une première hypothèse, c'est a-t-on un ralentissement du progrès technique? Ça ne semble pas tout à fait être le cas. En tant que chercheur, je vous dirais que la recherche travaille et donc elle produit du progrès technique. La deuxième explication potentielle, c'est celle d'un écart croissant entre les rendements potentiels et les rendements réels, ce qu'on appelle le yield gap, et qui semblerait être une des explications fortes, en fait, les pratiques agricoles mondiales ne sont pas à hauteur des potentialités du matériel biologique qui est mis à la disposition de l'agriculture. Et on aurait une marge de manœuvre potentielle en améliorant les pratiques, alors avec ou sans intrants, toute la question est là, d'augmentation de la productivité agricole uniquement en jouant sur cette réduction des écarts. On a un petit problème quand même qui est celui de l'incertitude que fait peser le changement climatique, et on pense en fait une des explications qui sort sur la stagnation des rendements, notamment dans nos contrées, ce serait, une fois qu'on aurait retiré tous les autres éléments qui apparaissent relativement peu pertinents, que le changement climatique soit assez fortement une des causes de la stagnation des rendements. Alors le problème, c'est que c'est pas controversé, c'est très contrasté. C'est-à-dire en fait que dans le changement climatique, vous avez à la fois une augmentation de la teneur en CO2 qui peut être stimulante sur la croissance végétale, mais paradoxalement, la croissance des teneurs en ozone et la modification de régime de précipitation peuvent être au contraire négatives sur les rendements. Alors, il y a des simulations qui ont été faites assez récemment en faisant tourner 2 modèles climatiques avec 2 modèles végétaux différents pour voir un petit peu, selon des hypothèses climatiques un peu contrastées, qu'est-ce qui pouvait se passer sur les rendements. En fait, ce qui sort, c'est que dans cet arbitrage entre l'impact du CO2 versus l'impact des régimes de précipitation et de l'ozone, en fait, c'est plutôt une tendance à la baisse de l'ensemble des rendements mondiaux, avec des écarts assez forts entre les différents modèles. Donc une relativement forte incertitude, mais une tendance plutôt baissière de ces rendements. Là, je vous donne l'exemple sur le blé, avec une projection mondiale de ces résultats, donc 2 modèles climatiques, 2 modèles de croissance végétale. Vous voyez que les résultats sont assez contrastés, mais qu'il y a des zones dans lesquelles la perte de production est assez marquée et assez forte. Et si on y regarde d'un peu plus près, une des questions fortes qui va se poser, c'est celle de la productivité africaine. Alors, si on n'arrive pas à augmenter les rendements, il reste la dernière option, qui est celle
d'accroître les surfaces. Vous allez voir que là, je suis beaucoup plus pessimiste que sur tous les autres, quoi qu'on en dise. Alors, quelles sont les surfaces disponibles pour l'agriculture aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur 13 milliards d'hectares sur le monde, 1,6 milliard d'hectares est utilisé en culture, 3,2 milliards en pâture, 3,9 en forêt, et le reste est considéré comme impropre à la culture ou difficilement cultivable. En fait, il y a une estimation qui tourne de Fischer et Chat qui dit que sur ces 13 milliards d'hectares, il y en a encore pratiquement un demi-milliard qui ne sont ni boisés ni cultivés et qui seraient mobilisables pour être cultivables aujourd'hui. Alors vous voyez cette répartition, la répartition, alors comme par hasard, elle est principalement concentrée en Afrique, après en Amérique latine, et puis dans nos contrées, et notamment en Asie, la disponibilité est très faible. Le problème, c'est que ces estimations-là ne tiennent pas compte des usages actuels et des potentialités d'accès à ces terres dites disponibles, qu'elles ne tiennent pas compte que ce sont des terres marginales, donc que ce sont probablement des terres de qualité relativement faible ou relativement médiocre, et puis elles ne tiennent pas compte d'un autre problème qui est peut-être beaucoup plus grave, qui est celle de la dégradation déjà importante d'un certain nombre de terres. On considère aujourd'hui que 1,5 milliard de personnes sur la planète aujourd'hui dépendent de sols qui sont déjà moyennement à très dégradés, et qu'on dégrade annuellement 12 millions d'hectares par an sur l'ensemble de la planète. Donc vous voyez que même s'il y a des disponibilités de surface potentiellement cultivables, de l'autre côté, on ne sait pas très bien comment elles sont utilisées déjà aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'elles soient vraiment accessibles et on n'est pas sûr qu'elles vont corriger l'ensemble des surfaces dégradées. Je rajoute là-dessus ce dont parlait Hervé Lebras tout à l'heure, celle des concurrences pour d'autres usages. Et là, sur la concurrence qui va s'accentuer ou qui s'accentue entre les différents usages du sol, je vais prendre juste l'exemple de la biomasse non alimentaire en ciblant simplement sur les questions de bioénergie. Alors, il y a un papier récent qui sort et qui dit, voilà, on va prendre un objectif extrêmement ambitieux en termes de bioénergie et on va dire que 100 hexajoules en 2050 seront produits à partir de cette bioénergie en prenant aussi bien de la biomasse forestière, des résidus agricoles ou des produits agricoles directement dédiés. En fait, cela nécessite, selon les estimations, entre 188 et 431 millions d'hectares supplémentaires pour faire cette biomasse. Vous le comparez avec les terres disponibles de tout à l'heure. Et puis, surtout que ça impacte entre 27 et 238 millions d'hectares qui sont déjà mobilisés en culture alimentaire. Et puis, après, ça prend sur les pâtures et un petit peu sur les terres additionnelles. Ce que je veux dire là, en fait, c'est que la voie de l'extension des terres cultivables, quelles que soient les données qu'on manipule, est une voie extrêmement étroite et sur laquelle il ne faut pas extrêmement compter. Si je résume, les deux points centraux, en fait, c'est celui sur la régulation des régimes alimentaires des populations surnutries et la question de la répartition de la disponibilité alimentaire entre les populations, et notamment pour couvrir les besoins des populations sous-nutries. Donc d'un côté, il faut agir sur les comportements individuels de consommation, mais également sur l'offre de produits alimentaires pour essayer de limiter certains régimes alimentaires. Et de l'autre côté, il faut agir sur la pauvreté et l'extrême pauvreté pour améliorer l'accès à l'alimentation des populations sous-nutries. Troisième élément fort, c'est celui de la limitation des pertes et gaspillages. D'abord en améliorant les infrastructures de transport et de conservation dans les pays où celles-ci sont déficientes, et puis en mobilisant l'ensemble des sous-produits et des déchets et en limitant les gaspillages liés notamment aux normes. Et puis du côté de la production ou de l'offre agricole, j'ai dit à l'instant que la voie me semblait étroite sur l'extension des surfaces cultivables et donc que de l'autre côté, il faut regarder plutôt sur la croissance des rendements sans en attendre des miracles, puisque de toute façon, on risque d'avoir un problème d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. L'approche que je vous ai proposée là, elle est extrêmement globale. Elle laisse de côté complètement tout ce qui est variabilité régionale, et notamment la grande question de l'adéquation locale entre les disponibilités agricoles alimentaires et les besoins alimentaires. Elle laisse de côté tout ce qui passe par les marchés, bien que je sois économiste, et tout ce qui est commerce international. Et puis donc, elle ne pose pas la question un peu clé de la gouvernance et de la sécurité alimentaire. Et puis la deuxième limite forte,
C'est que toutes les approches que j'ai mobilisées là sont des approches statiques. En économie, on dit statique comparative. En fait, elles ne prennent pas en compte la variabilité interannuelle des équilibres et notamment les aléas et les chocs. Et derrière, en fait, il y a une vraie question qui, elle, reste entière, qui est celle de l'instabilité des marchés, et donc de l'instabilité de la production, et de l'instabilité des prix et des marchés et des modes de régulation de ces instabilités. Je vous remercie.